Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Néo Info pour le plateau de l'invité. Au Togo, le permis de construire est délivré par la préfecture ou la mairie de la zone où se situe le terrain à exploiter. Pour obtenir son permis de construire, il faut adresser une demande au maire de la commune dans laquelle se situe le terrain. Le dossier doit comprendre un plan d'exécution du projet de construction conçu par un architecte agréé. Le permis de construire autorise les constructions nouvelles, la modification de travaux de construction non achevés, la régularisation de travaux de construction entamés de façon délictueuse ou la démolition sans reconstruction d'un ouvrage. Dans ce processus interviennent également des ingénieurs spécialisés. Un drame survenu au Togo au mois d'octobre nous impose à tous à revisiter tout ce cadre et de mieux comprendre les normes à respecter. Et je reçois pour en parler sur ce plateau un ingénieur, Marius Bani. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Conseil national de direction de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, ONIT. Et puisque, comme je le disais tantôt, le 18 octobre dernier, un drame s'est survenu ici à Lomé, dans une des communes, où un immeuble de 5 étages s'est effondré. Et depuis lors, l'ONIT a organisé une conférence de presse. Quel était l'objectif de cette rencontre avec les hommes des médias ? Ok, c'est vrai, le 18 octobre passé, ce que nous présumions, parce que nous pensions qu'il y avait plusieurs ouvrages dans le pays qui ne respectaient pas les normes de construction. Donc nous avions commencé à prévenir. Malheureusement, le drame est survenu et je voulais rappeler que dès la survenue du drame, nous sommes dépêchés sur les lieux pour constater qu'est-ce qui s'est passé et donc immédiatement après, nous sommes montés au créneau pour commencer à faire des rappels parce que nous nous situons encore dans la saison des pluies. Nous savions qu'il y avait d'autres immeubles qui pouvaient se trouver dans le contexte. Donc nous avons fait une conférence de presse une semaine après pour éclairer l'opinion sur ce que nous avions constaté, les leçons que nous avons tirées de ce drame-là et en même temps donc commencer à tirer la sonnette d'alarme pour que les projets qui sont en cours, les projets à venir et rappeler aux gens qu'il y a une réglementation qui existe au Togo qu'il faut respecter et dans le cadre de cette réglementation-là également de faire appel aux professionnels qui existent et afin que les projets de construction puissent se passer dans les meilleures, on va dire, conditions et que les gens ne dépensent pas de l'argent pour construire des châteaux de sable, mais qu'ils dépensent leur argent pour avoir donc un ouvrage qui soit dans la sécurité qu'il faut, dans la stabilité qu'il faut et pouvoir donc l'exploiter correctement. Cette rencontre s'est tenue à Lomé. Est-ce qu'il est prévu également d'autres actions à l'intérieur du pays ou même couvrir l'ensemble du territoire national? Oui, c'est dans notre planification, puisque vous connaissez la configuration également de notre pays, la manière dont ça se passe. Non, nous avons un programme pour faire des activités dans les régions. Principalement, nous allons faire également à Kara, déjà principalement, et ensuite voir dans les chefs-lieux des grandes régions qu'est-ce qu'il est possible de faire. Parce que les ingénieurs sont répartis sur tous les territoires déjà, mais aussi sur tous les territoires, les gens construisent. Et donc, il ne faut pas qu'on se dise que c'est seulement à Lomé qu'il y a des problèmes. Les problèmes sont un peu plus compliqués, même à l'intérieur. Donc, nous allons faire notre travail et aller vers également les populations, les parties prenantes de la construction au Togo pour qu'on puisse sensibiliser, amener les gens à respecter les normes. Le bilan de ce drame est quand même lourd, 3 morts et des blessés. Quelles leçons votre organisation a tirées de cette situation? Dans la situation de Savado, dans la commune du Golfe 7, en fait, c'est que le propriétaire, en fait, qui malheureusement a été emporté par son immeuble, en plus de 2 autres personnes, nous allons dire, innocentes dans l'affaire, et n'a pas respecté les dispositions qui existent au Togo. En l'occurrence, le permis de construire lorsqu'on veut ériger un immeuble, on veut construire. Et donc, à partir de là, on va dire que toute la base a été faussée, puisque lorsqu'on demande le permis de construire, vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction, il faut passer par un architecte pour faire le projet, concevoir le projet. Et ensuite, on fait intervenir différents spécialistes pour que ça soit bien fait. Et lorsqu'on a le permis de construire également, l'État qui le délivre a après cette obligation-là et aussi le droit de venir suivre les travaux, voilà. Ce qui fait qu'il y a des vérifications, des contrôles qui vont se faire pour que tout puisse bien se passer. Et à partir du moment qu'il n'a pas fait cette démarche-là, donc toute la base était faussée.
Pire, c'est que la mairie, dans son rôle, lorsqu'elle a constaté qu'il y avait un immeuble sur son territoire qui était en train d'être érigé à ce niveau-là, et on voyait les déformations déjà, donc les gens ont alerté, et nous-mêmes, on a été également saisis, on a alerté, et donc la mairie s'est déplacée et a fait un audit et a sorti des interdictions, une autre interdisant l'accès de l'immeuble, recommandant que l'immeuble soit également sécurisé, mais le propriétaire allait outre tout cela et donc le drame est survenu. Et dans ce cas précis, nous avons pour nous, avec indignation, remonté là où il fallait pour que l'État, qui est quand même le chapeau pour nous tous et citoyens, puisse être plus coercitif dans pour ce genre de personnes et qu'on évite donc d'amener d'autres citoyens qui sont innocents, parce que les citoyens par exemple qui sont affectés par ça, ainsi de suite, et que des individus dans leur dynamique de réaliser leur projet ne mettent pas en danger la vie d'autres concitoyens. Et donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est également de rappeler à des promoteurs qui sont là, il doit bien faire, d'accord, mais pour bien faire, il y a des règles qu'il faut respecter. Et donc et sur ce plan-là également, nous avons attiré l'attention. Au niveau des mairies, nous pensons qu'il y a un renforcement des capacités techniques des mairies et dans l'instruction des dossiers de permis de construire, pour que l'État ne délivre pas un document, donne un quitus à des gens, mais qu'après on se retrouve aussi avec des drames. Est-ce que le NIT, dans ses capacités, appuie derrière les mairies dans l'exercice de ses fonctions sur cet aspect? Dans notre dynamique dès le départ, on est jeunes, ça fait 4 ans qu'on est là, on est jeunes. Dans notre dynamique, nous sommes allés vers toutes les mairies, on a écrit à toutes les mairies, on a sollicité des rencontres. Certaines, on a commencé à travailler avec elles, mais aujourd'hui, dans le dispositif qu'on a au niveau des directions techniques des mairies, c'est que le rôle de l'ingénieur n'apparaît pas trop, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'ingénieurs. Je sais que certaines ont des ingénieurs. Après, on va regarder les expériences des ingénieurs, parce que vous construisez 2 chambres salon et vous construisez un immeuble et à 5 ou 6 niveaux, ce n'est pas la même chose. Les mêmes exigences. Voilà, c'est pas les mêmes exigences, donc il faut tenir compte des expériences. Mais au moins le basique, c'est que les communes soient dotées au moins d'un ingénieur agréé. Vous l'avez également rappelé dans votre introduction, il faudrait faire appel à des professionnels agréés. Justement, on va parler du métier même, de la profession d'ingénieur, mais avant, vous avez évoqué également l'État et son rôle à jouer dans ce cadre. Et on sait que le Togo s'est doté en 2020 d'une loi portant sur la réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo et instituant l'Ordre national des ingénieurs du Togo au NIT. Quel bilan faire aujourd'hui? C'est que la loi est entrée en vigueur le 20 mars. Et donc, il y avait des décrets d'application qui devaient être pris. Ces décrets ont été pris jusqu'en 2022. Nous avons toute la batterie de décrets, en l'occurrence le code de déontologie des ingénieurs. Et à partir de ce point-là, nous avons commencé à fonctionner. Il y a un tableau de l'ordre des ingénieurs où nous avons inscrit les ingénieurs qui répondaient aux conditions fixées par la loi, c'est-à-dire avoir un diplôme, Bac plus 5, et il y a un certain nombre d'éléments que nous avons pris en compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un tableau de l'ONIT qui comporte au moins 800 ingénieurs qui sont inscrits et la loi a défini 20 génies dans lesquels on doit avoir les ingénieurs, au-delà de ce qui est commun, le génie civil, le génie électrique, le génie mécanique, peut-être l'informatique que les gens connaissent. Nous avons d'autres génies en termes de spécialité aéronautique, nous avons le génie sanitaire et nous avons aussi le génie militaire, donc au sein de l'ordre. Donc ces 20 là, nous avons donc inscrit des ingénieurs dans ces 20 spécialités. Et à partir de ce point également, nous avons commencé des activités qui sont des activités beaucoup plus, je vais dire, dans le background. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les différentes spécialités, il faudrait que les spécialistes du domaine, je prends par exemple le bâtiment, que les spécialistes du domaine puissent se retrouver entre eux et dans la dynamique où nous sommes dans le pays, pouvoir prendre certains sujets où ils nous donnent leur expertise, comment ils le voient. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un comité, nous en avons 7 au total, mais aujourd'hui, nous avons pu mettre en place le comité technique spécialisé dans les bâtiments et travaux publics, et qui est présidé par un ingénieur doyen, plus de 30 ans d'expérience dans les constructions ici comme ailleurs. Donc pour que lorsque nous parlons de bâtiments, on puisse avoir ces expertises-là. Nous avons également, avec plusieurs ministères, je prends le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Urbanisme,
des commissions dans lesquelles nous avons travaillé, le ministère de l'eau également, des commissions dans lesquelles nous avons travaillé, continuons à travailler pour que sur les questions d'ingénierie, on aille vers les expertises qui existent et qu'on fasse selon les règles de l'art. Il y a des activités que nous avons faites aujourd'hui. Bon, on peut en parler. Nous, lorsqu'on parle des questions d'assainissement dans la ville de Lomé, nous avons fait plusieurs rencontres, ateliers où nous avons sorti donc des propositions et des recommandations. Chaque fois qu'il pleut, il y a inondation, on appelle les ingénieurs. Il y a un travail que nous avons fait derrière, donc les contributions sont remontées aux autorités. Le CHU Sylvanus Olympio, on en parle beaucoup. L'ONITA fait un diagnostic de la rénovation de ce CHU là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans le cadre de ce diagnostic, nous avons même pris des bâtiments, nous sommes allés plus loin pour auditer de manière technique et faire des recommandations. Les autorités ont ces éléments-là. Je pense qu'il y a un travail qui est fait sur ça. Donc c'est dire au jour d'aujourd'hui que l'ONIT est en plein dans son fonctionnement, même si ce n'est plus aussi visible que comme en 2018 ou 2019, nous avons fait des journées nationales de l'ingénieur pour montrer ou s'il le fallait encore démontrer que le Togo comporte des ingénieurs très expérimentés de haut rang qui font des choses exceptionnelles et donc on devrait pouvoir se reposer sur eux dans tout ce qui est question d'ingénierie. Et on comprend avec vous justement que la profession d'ingénieur est désormais réglementée au Togo. On va parler du permis de construire. Des réformes concernant sa réglementation sont aujourd'hui sur la table, mais quel est l'état des lieux aujourd'hui justement des normes réglementaires qui réglementent le permis de construire au Togo? Je le disais à vos confrères, lorsqu'on a échangé, que le Togo ne va pas se vanter. Mais en termes de réglementation de normes, on a quand même un arsenal qui est louable. Il est là, maintenant il s'agit de le respecter, de le mettre en application, mais aussi pour les professionnels de le connaître. Donc quand on parle du permis de construire, ce qui a été fait est réellement louable. On a commencé, il y a eu une phase pilote qui s'est développée, qui couvre aujourd'hui toute la zone, tout le Grand Lomé, qui se développe, je vais dire. Malheureusement, il y a ce drame qui vient nous rappeler. Justement, suite à votre diagnostic, comment expliquer le non-respect, des fois comme le cas survenu au mois d'octobre, qu'est-ce qui complique? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension du processus à respecter ou est-ce qu'il y a des frais énormes à engager? Bon, quand vous l'énoncez, je pense qu'on parle de frais, les gens parlent de frais sans connaître les frais. Je prends le permis de construire par exemple, au-delà du travail que l'architecte va faire, des ingénieurs vont faire, l'État pour délivrer le permis, c'est 100 francs le mètre carré par rapport à la surface qui va être construite. Et les délais, et nos confrères l'ont rappelé dernièrement, les architectes l'ont rappelé dernièrement, c'est 10 maximum, je pense 15 jours. Tout est automatisé en ligne où les validations se font vite. En fait, pour moi et dans ma compréhension, ce n'est pas une question de frais, mais c'est une question d'information, d'aller à l'information réellement, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une décision, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du citoyen, lorsqu'il prend sa décision ignorant les lois qui existent. Et je crois, comme nous le disions, à côté, lorsqu'on enfreint, quelqu'un viole un feu tricolore, on le sanctionne. Il faudrait que l'État passe à une autre étape où, lorsque les gens violent les dispositions qui sont là pour sécuriser tous les citoyens, y compris eux-mêmes, parce que dans le drame de Sagwado, le propriétaire lui-même, il est parti. Et donc, l'État puisse sanctionner aussi. Donc, c'est à ces deux niveaux-là. L'information, je vais revenir un peu là-dessus. Les gens estiment que l'architecte coûte trop cher, que l'ingénieur coûte trop cher. Bon, quand l'immeuble s'effondre et qu'on a perdu des centaines de millions, qu'est-ce qui coûte cher entre la petite facture de l'architecte ou la petite facture de l'ingénieur? Je crois qu'il faut aller vers les professionnels, connaître les coûts des prestations et comme nous le disons, ce sont des gens quand même assez avertis et assez instruits du contexte dans lequel nous sommes au Togo, du niveau de vie et un certain nombre de paramètres pour que les coûts de leurs prestations soient quand même accessibles pour les populations. Je vous confirme cela. C'est ce que nous faisons. Nous faisons même des prestations qui sont gratuites parce qu'à partir d'un moment, et on regarde également la personne qui est devant nous, on ne va pas commencer à facturer. Mais à partir d'un certain niveau d'exigence, parce que vous prenez, je donne cet exemple, vous devez faire des études de sol. Le laboratoire qui va le faire a investi dans des équipements qui coûtent cher. Donc il faut souffrir qu'on puisse amortir et qu'on facture un peu. Vous demandez à un ingénieur de passer peut-être 2 ou 3 heures de temps sur votre dossier pour l'analyser. Ces 2-3 heures de temps, peut-être qu'il peut faire autre chose avec. S'il le consacre à votre dossier, il faut quand même pouvoir on va dire, le dédommager un peu. Donc les coûts
pour résumer, sont très accessibles. Il faut s'approcher des autres pour qu'on puisse trouver donc les meilleurs mécanismes pour réaliser les projets. Il y a quand même un travail de démystification à faire également, et pour un changement de mentalité, voire même radical au niveau des populations. Comment alors, en tant qu'organisation, l'ONIT, vous envisagez une collaboration soit avec les mairies, les préfectures ou même d'autres acteurs pour accentuer la sensibilisation? Oui, madame, vous touchez du doigt une réalité. Les gens ont peur des ingénieurs, je ne sais pas pourquoi. Bon, je suis devant vous, je n'ai pas de conne, Peut-être dans notre manière, peut-être de faire les choses, des fois les gens ont peur, ils se disent que non, ce sont des gens qui... Non, nous sommes des Togolais avant d'être des ingénieurs, on est d'accord. Et on a reçu une formation où l'État a investi même dans nos formations pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, au moins le basique, jusqu'à ce que les gens aillent faire des études supérieures des fois. Donc dans ces conditions, nous avons un devoir de redevabilité envers le pays, envers la population. Au niveau de l'ordre, ce que nous avons fait, avant même que nous n'ayons la loi, en 2018, nous avons organisé une journée nationale de l'ingénieur pour montrer que ce sont des humains. Est-ce qu'il ne faut pas, à ce niveau, justement, vu la réalité du terrain, poursuivre avec cette action? Bon, ça me coûte. Ça coûte aussi. On va y arriver. Ce qui est sûr, on va il y a des vies humaines à sauver. Il y a des vies humaines à sauver. L'impact social est important. Vous avez raison. Nous allons continuer à le faire. D'autant plus que nous avons des partenaires qui nous accompagnent. C'est peut-être le lieu de faire appel à nos partenaires, de ne pas oublier que nous devons continuer à organiser les journées nationales de l'ingénieur. Non, pour revenir à ça, aujourd'hui, par exemple, nous avons lancé 2 journées foraines pour permettre donc aux acteurs de la construction de bâtiments, pour permettre aux populations également de venir au siège de l'ordre. Ça a commencé ce matin et donc ça se déroule bien. De venir au siège de l'ordre, d'avoir contact avec les ingénieurs et en ligne, puisque tout cela est rediffusé en live, en ligne. Donc nous avons des communications qui se font, nous répondons à des questions qui sont des questions, on va dire des fois basiques, mais pour donner de l'information et aussi pour démystifier l'ingénieur. Parce que quand on vous dit après que la personne a 32 ans d'expérience, oui, mais bon, vous voyez quand même que c'est un humain, au-delà du fait qu'il peut vous dire les grands ponts qu'il a construits, vous avez les métros qu'il a construits, ainsi de suite, que vous pouvez imaginer, mais vous voyez que c'est un Togolais. Donc je pense que ça change un peu les rapports. Nous continuons ce travail-là. Informer, sensibiliser, éduquer, c'est aussi ça, le rôle de la télévision, dont NUOD, qui s'engage aussi à vos côtés pour apporter loin l'information. Donc on va faire un peu de pédagogie quand même, je l'ai évoqué, mais de vos propres mots en tant qu'expert, dites-nous c'est quoi ce permis de construire dont nous parlons et comment l'obtenir? Le permis de construire, en fait, c'est un document administratif. On va dire, pour l'obtenir, vous avez un projet de construction, nous prenons ce cas-là, qui va être peut-être le plus commun, même si vous l'avez souligné, il y a de la régularisation pour des bâtiments qui existent déjà et qui doivent pouvoir avoir le permis. Donc vous allez voir d'abord un architecte, parce que le dossier est porté par un architecte dans le système qui existe, qui a offert un plan. Peut-être que c'est quelque chose de léger, ce n'est pas grand-chose. Donc, mais quand même, on va faire un plan. Il y a un dossier architectural où il y a des vues, des éléments qu'on va lui demander. Et dans ça également, il faut voir le niveau de risque de l'immeuble que vous voulez ériger. Donc, c'est catégorisé. Et suivant les catégories plutôt, il y a des exigences en termes de documents à fournir, en termes de plans, en termes d'études à fournir. Lorsque votre dossier est prêt, donc l'architecte va l'introduire dans le système pour faire la demande pour vous. On va dire le demandeur, on va voir également c'est lui le propriétaire, ou bien c'est juste un promoteur, ou bien c'est un mandataire. On va regarder ces éléments-là. Et donc, il y a une instruction qui va se faire pour regarder si c'est dans une zone qui est constructible. Et si ça répond... Parce qu'il y a des zones inondables aussi. Oui, parce qu'il y a des zones inondables, il y a des zones qui ne sont pas constructibles, il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas ériger n'importe quel bâtiment. Vous vous trouvez à côté d'un camp militaire, vous n'allez pas faire du R+7 pour voir directement dans le camp militaire. Donc voilà, on va regarder un certain nombre de choses. Et donc on fait l'étude, et si l'État vous délivre le permis, cela veut dire que vous pouvez construire l'immeuble pour lequel vous avez demandé le permis. Donc sur le terrain que vous avez. Ce qui est intéressant, quand vous faites ça, l'État a une obligation de vérifier ce que vous êtes en train de faire, de suivre. Et là, il y a une commission qui fait l'inspection des travaux de construction. Je prends un niveau un immeuble qui est dans une catégorie faible. On va dire, c'est une chambre-salon qui ne va pas abriter beaucoup de gens, ainsi de suite, ou bien c'est 2 chambres-salon. Donc, à ce niveau-là, il y a une inspection qui est obligatoire au moment où vous faites la fondation. Donc, l'équipe
qui est une équipe administrative constituée donc des agents de l'État, des agents des autres, l'Ordre national des ingénieurs du Togo, mais aussi l'Ordre des architectes, il y a les sapeurs-pompiers. Donc cette équipe va venir sur votre terrain voir comment est-ce que vous faites les fondations, quelles sont les barres qui sont utilisées, quel est le sable, ainsi de suite. S'il y a des recommandations, on fait. S'il y a une conformité, on dit continuer. Et quand vous finissez, il y a un document que l'État va vous délivrer qui s'appelle le certificat de conformité. Justement, qu'est-ce que c'est? Le certificat de conformité, en fait, c'est un permis. Vous avez un permis de construire, vous allez avoir un permis d'habiter. Vous avez construit, maintenant vous allez aller habiter. Donc l'État va dire, ok, je suis venu. J'ai vu à la fin, vous avez tout respecté, les fondations ont été faites comme il faut, ainsi de suite. Les dispositifs de sécurité sont mis à l'intérieur, parce que si vous prenez par exemple un immeuble qui est en hauteur ou de grande hauteur, ou qui va recevoir du public, c'est commercial, mais ce n'est pas en hauteur, mais ça va recevoir beaucoup de public. On va vérifier si on a tous les dispositifs de prévention et de lutte éventuellement contre les incendies ou d'autres risques. Donc lorsque tout cela est fait, on vous délivre un permis d'habiter, donc il y a le certificat de conformité par rapport à votre permis de construire, et là vous pouvez commencer à exploiter votre immeuble. Voilà, on va commencer, une fois tous les documents obtenus, il faut passer à l'étape justement de la construction, et qui parle de construction, parle de matériaux de construction dans le contexte togolais. Et que direz-vous justement de la qualité des matériaux sur le marché? Il y a une problématique à ce niveau, et qui appelle donc à plusieurs contraintes. D'abord, il y a le libre commerce au Togo, on autorise à faire un certain nombre de choses, et il y a un dispositif de vérification qui devrait être fait, aussi de la conformité, on va dire, des matériaux à un niveau. Mais nous sommes sur un marché, quand vous prenez par exemple les barres de fer, vous avez des barres de fer normalisées, c'est-à-dire qui respectent les normes, et vous avez des barres de fer qui sont, on va dire, standards, les gens font leur commerce. L'ingénieur va recommander peut-être dans ses calculs là ce qu'on utilise des barres de 12 pour faire certains ouvrages, on va dire. Lorsque le propriétaire va se présenter sur le marché, ce qu'on va lui présenter comme barre de 12 n'a pas un diamètre de 12 mm, mais peut-être 10. Il va les prendre. Nous allons dire qu'il y a un problème de qualité, puisqu'il y a une tromperie sur la qualité du matériau. Et donc nous avons beaucoup de ces problèmes-là, énormément, beaucoup trop. Et à telle enseigne que les barres qu'on dit de 6, les gens vont aller acheter, parce que les coûts ne sont pas les mêmes, justement. Lorsqu'ils vont acheter, ils viennent utiliser, après ils se retrouvent dans des problèmes. Il y a eu un cas récent, je pense le samedi dernier, ou peut-être si je trouve une parenthèse, je pourrais revenir là-dessus. Donc, et les matériaux, nous avons des problèmes à ce niveau. Vous prenez le sable par exemple, et dans le cas de l'immeuble de Sabrado, c'est ce que nous avons constaté. Le sable qui a été utilisé là-bas n'est pas bon pour faire du béton. Ça veut dire que le gars a trouvé, vous pouvez même payer pour le prix, mais la qualité du sable qui vient n'est pas bonne. Et le maçon ne sait pas. Il va l'utiliser, vous allez avoir des problèmes par la suite. C'est là où nous disons que dans la construction, il faut faire appel aux spécialistes qui peuvent apprécier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On va vous amener par exemple du sable qui est bon, mais dans lequel vous avez par exemple des matières organiques. Vous avez des racines d'arbres, des choses comme ça, des feuilles et ainsi de suite. Cela veut dire que si vous l'utilisez, puis c'est une matière organique, vous l'utilisez, vous faites votre béton, après ces matières-là vont partir. Donc la structure est affaiblie. Mais si vous avez un ingénieur là, il va dire ça, il ne faut pas l'utiliser, ou il faut tamiser, il faut faire ceci ou cela. Là, il dit, nonobstant le fait que nous avons des matériaux qui ne sont pas de qualité, faisons appel aux professionnels pour nous aider avec la qualité que nous avons. Des fois, la bourse que nous avons, que nous puissions quand même réaliser les ouvrages de manière à ce que ça soit stable, solide et que ça soit sécurisé pour habiter. Et sur un chantier, en tout cas de construction, il y a quand même tout un arsenal d'équipes, les ingénieurs, les architectes, les maçons, les ouvriers, aujourd'hui même les collectivités territoriales qui sont impliquées. Mais quelles sont les prérogatives de chaque membre de cette équipe-là? Lorsque la collectivité, la mairie par exemple, c'est le démembrement de l'État, et donc on va veiller à ce que l'immeuble ou la construction, ce qui est réalisé, réponde à la réglementation qui existe. Zone constructible,
on a vu un certain nombre de paramètres, vous n'allez pas sortir, on va dire, vos évacuations dans la rue, il y a une manière donc de les canaliser, ainsi de suite, délivrer un permis de construire et on va aller construire. Un architecte doit suivre la conformité architecturale lorsqu'il a fait il a fait la conception. Parce que par exemple, Togo, même si c'est chez vous, vous n'allez pas aller construire une chambre, je vous donne un exemple de 3 mètres sur 2,5, dit que vous allez dormir dedans. Quand vous allez mourir là-bas, parce que étouffé ou il n'y a pas assez d'aération, ainsi de suite, on va dire l'État, qu'est-ce que l'État a fait, et en plus, si l'État vous a délivré le permis. Donc l'architecte va veiller à ça, qu'on réponde aux normes donc d'habitabilité d'un immeuble. Les ingénieurs vont intervenir et là, vous n'avez pas que les ingénieurs génie civil qui s'occupent de la partie, on va dire, et construction elle-même en termes de béton et puis d'armature. Lorsque vous prenez même le génie civil, vous avez plusieurs niveaux encore. Vous avez pour le sol les ingénieurs géotechniciens. Eux, c'est leur spécialité, l'étude de sol. Est-ce que ce sol va résister? Comment il va se comporter dans le temps, ainsi de suite. Et une fois que l'immeuble est érigé, est-ce qu'il y a des suivis qu'il faut faire? Ils vont intervenir pour leur partie, suivant la complexité de votre immeuble, je veux le préciser. Vous avez des ingénieurs de structure et les autres vont intervenir à tous les niveaux. Parce que comme la structure, vous avez un corps, le squelette, c'est ça qui est la structure. Il va porter un corps, il faudrait que ce squelette-là soit capable de porter cette structure-là, qu'après vous n'avez pas de problème au genou, par exemple. Et donc, l'ingénieur structure va faire des calculs et va vous dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous êtes par exemple dans un immeuble où vous voulez une chambre ou un salon où il n'y a pas de poteau pour vous cacher la vue. Ou c'est ce que l'architecte a dessiné. Et donc, on va avoir peut-être sur 6 mètres, il n'y a pas de poteau, il n'y a rien. Et comment on fait ça? Donc l'ingénieur structure va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelle barre utiliser, etc. Après, vous avez les ingénieurs électriciens, donc commence à parler donc d'énergie, on va commencer à parler de fluide. Vous avez ceux qui vont s'occuper, vous voulez mettre de la climatisation, ils doivent intervenir. Vous allez mettre de la sécurité incendie. Donc vous voyez qu'il y a différents spécialistes qui doivent intervenir pour que le bâtiment soit construit de manière à ce qu'il soit stable, solide, habitable en toute sécurité. Il y a la question de l'eau aussi. Aujourd'hui, la tendance est d'avoir son forage chez soi. Une grosse problématique qui est là et qu'on ne développe pas encore assez. Nous continuons à prévenir. C'est-à-dire que nous ne disons pas que c'est une boule de feu, une bombe à retardement, comme on le dit, mais on est un peu dans ce cas. Aujourd'hui, vous voyez des quartiers qui se développent sans qu'on ne tienne compte de l'assainissement. Et donc vous retrouvez des maisons qui du jour au lendemain ou d'une année à une autre, d'un mois à un autre, se retrouvent inondées ou le montent à un certain niveau, alors que quand on était venu, on n'avait pas encore de voisins, il n'y a pas de problème. Donc il faut faire appel aux spécialistes. Ils sont là, ils sont proches de vous, ils sont à côté de vous. Et comme nous continuons à faire cette pédagogie-là, l'Ordre national des ingénieurs du Togo, c'est son rôle. C'est justement, nous allons parler du rôle de l'organisation, même de l'ONIT. Quel rôle vous jouez auprès comment est-ce que, en clair, un citoyen lambda ou même les collectivités territoriales peuvent faire appel à vous, et à quel moment, à quel niveau est-ce que vous intervenez et comment? La loi a été divulguée, c'est pas au journal officiel, donc les gens sont censés savoir que nous existons. Mieux nous faisons de la communication, nos contacts sont disponibles, nous avons un siège dont nous parlons où les gens peuvent venir nous trouver, nous avons un site web et où les gens peuvent nous trouver. Encore mieux, nous organisons des journées foraines aujourd'hui et demain où les gens peuvent venir nous trouver. Les ministères nous trouvent, certaines collectivités nous trouvent, donc certains citoyens nous trouvent, cela veut dire que tout le monde peut nous trouver. Nous sommes là pour qu'on puisse accompagner. Nous avons un rôle d'accompagnement de l'État déjà sur les questions d'ingénierie et dans les différents projets. Dans la formation également des ingénieurs et dans la conduite ou la surveillance ou la réglementation donc des universités qui sont dans le domaine de la formation des ingénieurs. Mais également un rôle de conseil des populations, puisque l'objectif de l'outil en fait de l'ordre professionnel, c'est la protection du public. Que lorsque le public va aller réaliser un projet ou dépenser de l'argent pour avoir un service qui est un service d'ingénierie, qui ne se fasse pas flouer, qui puisse avoir son service et que le service lui soit rendu dans les règles de l'art. Nous avons parlé du permis de construire et vous avez évoqué également dans vos explications ou sinon dans vos propos de l'audit technique des bâtiments existants en citant par exemple le CHU Sylvanus Olympio. Quel appel avez-vous les concernant à l'endroit de l'État, des collectivités territoriales et voire même des populations?
Il y a quelque chose qui nous fait peur, je vais vous le dire. Les écoles que nous avons aujourd'hui au Togo qui sont construites. Il y a des écoles publiques, mais il y a aussi des écoles privées, beaucoup d'écoles privées. Lorsque nous observons et des écoles qui ont, à partir de la maternelle, ça fait peur des fois, quand on voit comment est-ce que les immeubles sont érigés. Donc disons que l'existant, il faut très rapidement auditer. Ça, c'est l'État, ce qui est du ressort de l'État. Vous pensez qu'il y a des immeubles qui sont défaillants aujourd'hui? Oui, beaucoup, à vue d'œil. On ne va pas encore commencer à rentrer dans les oui, on ne va même pas encore commencer à prendre à prendre des normes, des données, mais à vue d'œil, on voit ce qui est en train d'être fait pour vous monter à un certain nombre de niveaux. Vous voyez la taille, les dimensions des poteaux. Vous savez, il y a quelque chose qui va mal se passer à un moment. En plus que vous voyez les barres de fer. Comme je le disais tantôt, on a à Klikame un immeuble qui est loué par la caisse des retraites du Togo, dont les auvents se sont effondrés samedi. Lorsque nous sommes allés, le constat que nous avons fait, c'est que les gens ont construit en 2 étapes. Ça fait quand même les années 90 qu'on a fait l'immeuble. Mais dans la mise en œuvre du béton, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Ça fait que les aciers se sont rouillés à l'intérieur. Donc, ils sont partis, ce qui a affaibli la structure. Et donc, on voit des fissures. Il y a des recommandations qui ont été faites, séance tenante. Je crois qu'ils sont en train d'appliquer certaines recommandations pour que renforcer les vieux bâtiments. Renforcer en même temps. Et avant même, et là, qu'est-ce qui a été recommandé? C'est que on puisse étayer, comme on dit, il faut soutenir. Nous n'avons pas voulu rentrer dedans. on ne sait jamais. Donc déjà qu'on puisse soutenir et que maintenant, après, les spécialistes rentrent dedans pour voir où qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut renforcer? Est-ce qu'il faut démolir? Est-ce qu'il faut démolir partiellement, etc. C'est-à-dire qu'au niveau de l'État, il y a les audits des bâtiments, des immeubles qui existent qui doivent être faits pour qu'on regarde qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il faut corriger avant et prévenir le pire. Et prévenir des cas effectivement. Comment dans les maisons, c'est parfois la question d'humidité ou même des dalles fissurées. Quels seraient vos conseils en tant qu'expert sur Là aussi, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que quand le drame est venu, dans la première communication, nous avons dit, les gens peuvent nous signaler des immeubles et puis tout ça là. Nous avons reçu des images où on dit, bon, il faut vraiment rendre grâce à Dieu, que Dieu aime le Togo. Si des gens habitent encore dans ces conditions, ils n'ont pas peur, mais il y a quelque chose, certaines mairies ont commencé à évacuer. Ça, c'est bien. Et ce qu'il faut faire, c'est de travailler avec les spécialistes pour qu'on prenne des décisions qui soient les plus savez-vous, il y a également possible. La question des croyances qui entrent en jeu, car on dit souvent qu'une maison ne s'effondre jamais ou sur les êtres humains ou quelque part où il y a des âmes. Mais qu'est-ce que vous répondrez à ça? Sagbado. Juste un nom pour répondre à ça. Voilà, l'immeuble de Sagbado, par exemple. Avant qu'on ne parle du Togo, pourquoi nous sommes montés rapidement au créneau? Nos confrères qui sont dans les autres pays, voisins ainsi de suite, nous partageaient pratiquement chaque semaine ou chaque mois des immeubles effondrés dans d'autres pays. Certains pays n'ont pas encore la réglementation. Je sais pour citer la Côte d'Ivoire où on est quand même assez informé de la dynamique. Ils sont allés aussi très rapidement pour mettre en place l'ordre des ingénieurs là-bas parce que justement il y a des effondrements tout le temps. Donc non, c'est une croyance qui n'a pas raison d'être. Si on fait les choses correctement, d'accord, ça ne va pas s'effondrer. Mais si on ne le fait pas correctement, il ne faut pas appeler à Dieu. Dieu il a en plus, il nous a donné une intelligence pour qu'on comprenne qu'il faut faire les choses correctement pour ne pas se faire brûler par le feu. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous, vous organisez des journées foraines vendredi et samedi. De quoi s'agit-il et comment y participer? Les journées foraines, c'est les ingénieurs à la rencontre de la population, des acteurs de la construction. Et donc, il y a des communications qui se déroulent. Ça a commencé ce matin. Et il y a des ateliers interactifs qui se déroulent donc avec les spécialistes où les gens peuvent poser des questions. Mais aussi et surtout, il y a des rencontres avec les populations, des gens qui ont des projets spécifiques. Il y a des ingénieurs, c'est gratuit. Donc il y a des ingénieurs qu'on peut venir voir. J'ai un terrain ici, j'ai un plan temps, je veux faire ceci ou cela. Nous avons eu la chance d'avoir aussi le directeur de l'habitat et donc du ministère de l'urbanisme et de la réforme foncière qui nous a fait une communication excellente sur le permis de construire qui est accessible pour les populations. Donc ces différents spécialistes. Nous avons également des interventionnistes, ceux qui sont dans la sécurité, dans les bâtiments, qui sont là où les gens peuvent avoir des conseils gratuitement. À l'occasion, un message donc pour inviter un maximum de gens à participer en tout cas sur l'importance de participer à ces journées foraines. Qui viennent.
après ceux qui m'ont suivi, par exemple, vous voyez qu'il y a de la matière, il y a de la ressource qu'on peut leur donner pour les accompagner. Donc, ils viennent, c'est ouvert. Donc, aujourd'hui, demain, samedi, on est là toute la journée, à partir de 9h, donc demain jusqu'à 16h30, 17h, voire 17h30. Au siège de l'ONIT. Au siège de l'ONIT. Le siège de l'ONIT se trouve à Tochi, au carrefour 2N. Et si les gens veulent nous joindre, nous avons le numéro 91 71 76 76 et sur lequel les gens peuvent nous joindre. On leur donne l'indication, ils viennent et on regarde. Et si vous êtes à l'international, n'oubliez pas d'y ajouter l'indicatif le plus 228. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci d'avoir largement répondu à nos questions, Monsieur Marius Bagny. Je rappelle donc pour nos téléspectateurs que vous êtes le vice-président du Conseil national de direction de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, ONIT. Le plaisir était pour moi. Merci à vous de nous avoir suivis.